Bon Victor, je suis hyper content de te recevoir sur le podcast. Merci pour l'invitation. Et puis bienvenue du coup dans les nouveaux bureaux. Pour ceux qui ont déjà suivi les précédents épisodes, vous avez remarqué que le décor a changé. Je n'ai pas connu l'ancien décor, mais c'est très bien ici en tout cas. Donc je suis trop content, on va parler de pas mal de sujets. Aujourd'hui un épisode assez global, assez macro, qui va être, je pense, hyper enrichissant pour ceux qui écoutent. Globalement, la problématique qu'on va aborder ensemble, c'est piloter la performance. C'est piloter la performance en ligne avec une vision holistique du e-commerce. Donc vous avez avec Benevic une agence qui, tu veux nous en parler, gère plusieurs sujets. Ouais. Donc c'est intéressant d'avoir un peu ta vision des choses sur vraiment l'approche holistique d'un e-commerçant et comment optimiser sa performance. Carrément. Ça te chauffe ? Ça me chauffe. On est parti. Let's go. Tu veux que je présente Benevic rapidement ? Avec plaisir, carrément. Ok. Donc moi je suis Victor, le cofondateur de Benevic. Benevic, c'est initialement une agence d'acquisition qui est devenue un groupe il y a bientôt 2 ans et demi. Groupe parce qu'on a également une agence no-code qui est spécialisée donc, sur la partie Webflow. On a Benevic qui accompagne principalement des e-commerçants dans toute leur stratégie d'acquisition en ligne avec un pôle aussi plus consulting, gross marketing. Et on a monté récemment Certify avec Maxime qui est l'ancien head of CRM de Asphalt. Et là, on s'occupe de tous les enjeux de rétention, donc CRM, WhatsApp, SMS pour des e-commerçants. Trop bien, ça fait beaucoup d'activités du coup. Ouais. Ça va, tes journées sont pas trop longues ? Les journées sont bien remplies, mais ça se passe bien. Bon top, et ça fait combien de temps que vous faites ça ? Tu l'as dit, ça fait 4-5 ans ? Le groupe a plus de 4 ans, ça fera 5 ans en avril. Trop bien. Et du coup, première question, ça serait un peu de voir depuis le moment où tu as commencé l'aventure Benevic, comment ont évolué un petit peu les enjeux des e-commerçants. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait eu un changement ou est-ce que c'est toujours les mêmes problématiques auxquelles ils font face ? Non, il y a eu un changement. Alors déjà, il y a eu un changement au niveau de l'acquisition. Sur les leviers d'acquisition ont beaucoup évolué en 4-5 ans. La façon dont on pilotait à l'époque n'est plus la façon dont on pilote maintenant. Il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. L'enjeu créatif a de plus en plus sa place. Les e-commerçants étaient très axés sur les leviers d'acquisition. Ils ne juraient que par du paid, par de l'acquise. Maintenant, on revient sur une vision un peu plus omnicanal. On revient aussi sur des enjeux de retail, là où le retail a pu être abandonné à une période, ou en tout cas moins présent, et on se disait, je peux lancer un e-commerce et j'ai pas besoin d'avoir de présence physique. C'est de moins en moins vrai. On retourne un peu à l'essentiel, en tout cas, et au basique. Donc les enjeux ont beaucoup évolué sur les 4 dernières années. Et aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi un petit peu les gros leviers de croissance que les marques ont commencé à explorer déjà dans le cadre de ces nouveaux enjeux en tout cas ? Alors si je mets à part toute la partie stratégie paid qui existe toujours avec des pilotages différents, tu vas avoir déjà un enjeu sur la partie rétention qui était un peu moins exploité avant. Avant, on se concentrait sur de l'acquisition, même si beaucoup de marques certaines marques l'avaient compris déjà à l'époque. On se concentrait sur de l'acquisition, donc maintenant on est plus sur comment est-ce que je fais pour que ma base de clients elle rachète, comment est-ce que je fais pour que ce client qui m'a coûté de l'argent au début repeat. Il y a la mise en place de nouveaux leviers, avec, je pense particulièrement à l'affiliation, qui est ultra héroïste, qui était un levier soit utilisé par des grands comptes, peu suivi, ou en tout cas très peu utilisé par des e-commerçants qui faisaient entre 1 et 5 millions d'euros. À l'époque, on jurait que par le paid et l'influence. Ouais. Là, il y a toujours des sujets d'influence, mais pilotés différemment. Ouais. Il y a des sujets d'affiliation. Il y a un retour à l'organique, où sur un e-commerce, le SEO n'était pas forcément un sujet phare, à part pour de gros acteurs. Mais il y a 4 ans, tu rencontrais très peu de marques qui disaient ma première strat, le premier volet que je mets en place, c'est du SEO. Ouais. Et là, on retourne sur ce genre de stratégie d'acquisition. Après, il n'y a pas de choses ultra novatrices. Je pense que c'est plutôt le retour à l'omnicanalité, comme je le disais, avec de l'affiliation, de l'influence, du SEO, du paid, un enjeu de rétention, là où vous intervenez aussi avec le Yoli sur la fidélité, par exemple. Ok. Et typiquement, ce que j'ai l'impression, c'est donc il y a une grosse explosion des coûts d'acquisition. Les marques sont revenues un petit peu au basique, ou en tout cas des canaux qui sont plus organiques. Et typiquement, l'influence, je pense, c'est un bon exemple de une grosse hype où on va générer beaucoup de notoriété. Et là, on va toujours le faire via l'affiliation, mais avec une logique qui est quand même plus héroïste pour pouvoir mieux suivre ces cas. Qu'est-ce que tu... Ouais. C'est un peu ça ou Alors, c'est un peu ça. Typiquement, en fait, la différence avec l'affiliation, c'est que l'affiliation, tu as la possibilité de payer au résultat.
Ouais. Donc en fait, ta prise de risque, elle est très faible. Ton ROI, il est forcément pertinent si tu as bien calculé en amont la com que tu allais donner à la personne qui faisait l'affiliation. Ouais. À l'inverse d'un influenceur où tu vas payer upfront et tu vas dire, OK, le poste vaut 10 000, je mets 10 000. Qu'est-ce qui va se passer après ? Ouais. Il y a 4 ans, 5 ans, quand tu avais des gros influenceurs qui faisaient des placements, ça marchait super bien. Maintenant, on le voit, tu as des personnes qui font 5 posts dans la journée et ça marche plus. Et d'ailleurs, alors on n'a pas d'agence d'influence, donc je vais pas aller sur ce côté d'expertise que je maîtrise moins, mais tu vois que les marques retournent sur du micro-influenceur plus que sur des top influenceurs avec des millions d'abonnés. Et donc, pour revenir sur ton sujet sur l'affiliation, il y a ce sujet de ROI qui est... En fait, la seule problématique, c'est le volume. Parce que tu payes au résultat. Ouais. Mais est-ce que tu as assez de personnes qui bossent en affiliation pour aller générer du volume ? Bah, tu en as moins que ceux qui bossent en influence et qui vont avoir un paiement upfront. Parce que pour eux, c'est plus de travail pour un gain qui est moins sûr. Ouais, c'est ça. Donc c'est tout l'enjeu. Et il y a un petit biais sur la partie affiliation. Alors c'est un sujet qu'on maîtrise bien parce que sur toute la partie consulting et grosse consulting qu'on a, on accompagne des marques dessus. Il y a 2 types d'affiliation. Il y a cette affiliation où tu vas payer au résultat, et, qui est le Graal parce que c'est héroïste. Et tu as l'affiliation qui va aller te cannibaliser un petit peu ce que tu as déjà en place. Typiquement, quand tu es sur des sites de promotion et que la personne est le Yoli est sur le site le Yoli, admettons que ça soit un marchand, tu mets le Yoli code promo et tu vas tomber sur des Graal, des trucs comme ça. À partir du moment où la personne a vu le code promo ou l'a utilisé, il y a une com qui part sur la personne en affiliation, sauf que l'affilié, pardon. Sauf que le souci, c'est que si la personne n'avait pas trouvé ce code promo, elle aurait quand même acheté. Elle était partie pour acheter. C'est toujours la question. C'était juste le peut-être que. Ouais, c'est ça. Mais dans 80% des cas, les gens auraient quand même acheté. Ouais, effectivement. Et est-ce que tu as un outil à recommander pour les marques qui s'intéressent à l'affil ? Ouais, j'en ai 2 en tête. Ceux qui veulent pas s'occuper de grand chose parce que y a une offre un peu all-inclusive, tu as Tradedoubler, mais nous on bosse beaucoup avec Affiliate, qui est aussi une solution bordelaise d'ailleurs. Ah ok. Ouais, ils sont à Bordeaux, pas très loin de nos nouveaux bureaux. Et on bosse beaucoup avec Affiliate et c'est cool parce que il y a un accompagnement, mais il y a la flexibilité de choisir ton plan d'affiliation et donc de choisir les affiliés, de discuter avec eux directement, etc. Donc ça demande de la ressource. C'est pour ça que beaucoup de e-commerçants le font pas ou le font mal, parce que ça demande vraiment du temps pour bien le faire. Par contre, en termes de vision, c'est ultra héroïste. Ouais, ok, intéressant. Et typiquement, on a parlé un peu des marques que tu as commencé à accompagner à travers ces différents canaux-là. J'imagine que tu as eu l'occasion de voir des marques aussi qui ont vraiment explosé, qui ont scalé. Et une des questions que j'aurais un peu pour toi dans ce cadre-là, c'est comment en fait, tu vois, quand bien même la marque est en train de scaler, ne pas le faire aux dépens de l'expérience client. J'imagine que c'est une problématique que certaines marques rencontrent en ce moment. Ouais, en ce moment, et même dans d'autres périodes, typiquement, est-ce que tu considères que quand tu passes dans Qui veut être mon associé, c'est un scale avec... c'est un moment de scale, sauf qu'en effet, si tu n'es pas bien préparé, tu peux avoir une perte d'expérience client parce que tu n'as plus ton produit en stock, parce que les livraisons sont longues, parce que le SAV répond peut-être pas. Ouais. Généralement, les marques qu'on accompagne sont préparées à scale, donc on n'a pas d'enjeu, en tout cas nous on les perçoit pas sur l'expérience client. Après, c'est pas notre cœur de métier non plus, mais de toutes les marques que j'ai vues actuellement et qui ont scale sur 2024, généralement elles sont bien préparées quand même. Ouais. Donc parce que les marques qui scale sont des marques qui sont concentrées sur le produit. Être concentré sur le produit, ça veut dire être concentré sur un marché, donc faire attention à ce que ton client veut, donc tu es à l'écoute du client. Et si tu as cette philosophie-là, ton service client il suit, ton expérience client elle suit, et normalement, t'as pas de souci. Il y a toujours des exceptions. Mais les marques qui scalent vraiment et qui le font bien, pas qui ont juste un pic de croissance sur 2 mois et qui redescendent, sont des marques qui sont concentrées sur le client et sur le produit. Donc mécaniquement, ça marche. Ok. Et typiquement, pour revenir un peu sur un stade avant ça, du coup, au niveau de la vie d'une marque, aujourd'hui, c'est très simple de créer un site sur Shopify, commencer à créer des produits. Post-Covid, on a vu beaucoup de DNVB, beaucoup d'entreprises qui se sont lancées sur des produits relativement similaires, pour ne pas dire parfois quasi identiques. On ne citera pas de nom, je vous rassure. Et du coup, est-ce que toi, tu t'as remarqué un petit peu des axes que les marques prennent pour continuer d'arriver
à se différencier en 2024? C'est une très bonne question. Je pense que tu en as plusieurs. Tu as des marques qui attaquent des marchés avec des produits existants ailleurs et qui n'existent pas en France et donc qui sont forcément différents sur ce marché-là, mais sur un marché mondial, pas forcément. Ok. Tu as les marques qui misent tout sur le produit. Hmm. Parce que, en fait, oui, tu peux avoir un produit qui répond à la même problématique, sauf que il y a forcément des axes d'amélioration, il y a forcément une façon de faire mieux. Et généralement, c'est les marques qui durent dans le temps. Parce que si ton produit est bon, ça se vend et ton marketing, j'ai pas envie de dire est optionnel, mais c'est de l'incrémental. Ouais. Et à l'inverse, tu as les marques qui misent beaucoup sur le market. Et ça, c'est ce qu'on a pu voir à ce moment-là. Ok. Quand tu avais beaucoup de. Je pense à un marché type la culotte menstruelle, qui est un marché Ouais, qui je s'est pense exactement énormément à ça. concentré avec des produits très identiques. Ce qui a fait que certains ont réussi à perdurer, c'est le marketing. Ils ont pris des parts de marché rapidement, ils ont été top of mind, ils sont restés plusieurs mois dans la tête des gens. Tu as des personnes, je pense à une marque, je connais pas le fondateur, mais pour avoir entendu la stratégie, je pense à Moule par exemple, Ouais. qui avait eu sa stratégie de la culotte gratuite, qui est d'un point de vue marketing ultra intelligent. Il y a certainement des évolutions produits aussi sur toutes ces marques, mais tu te mets à la place du consommateur, tu regardes deux culottes menstruelles, en effet peut-être que tu vas te dire que c'est le même produit. Et là c'est le marketing qui joue. Et à part, un, le time to market, deux, avoir un produit qui est meilleur que les autres, et trois, avoir un marketing un peu différenciant, tu réinventes pas la roue. Ouais, donc c'est devenu plus dur quand même aujourd'hui, j'ai l'impression de se différencier Alors typiquement sur ce genre de marché, sur certains marchés. ouais, Ouais. ouais, clairement. Clairement, c'est devenu plus dur. Tu es sur des marques qui misent sur les mêmes stratégies d'acquisition en général, donc tu arrives sur des leviers paid Saturé. ultra concurrentiels, donc ils vont te coûter cher avec l'acquise d'un nouveau client qui est de plus en plus cher. Et donc là, c'est tout ton enjeu de repeat. Ton repeat, il passe que par ton produit, en réalité, par les actions qu'on mène. Mais si ton produit n'est pas bon, les gens ne repeatent pas. Ouais. Donc, ouais, c'est compliqué de se différencier sur certaines marques, mais c'est pas impossible. Ouais. Enfin, sur certains marchés, pardon, c'est pas impossible. Pour le coup, je pense que tout le monde peut avoir une bonne idée pour avoir un axe différenciant. Je pense à certaines marques avec lesquelles on bosse qui sont sur des marchés type des gummies assez concurrentiels, Red Océan, et pourtant, on arrive à avoir de la croissance, on arrive à avoir de l'attraction parce qu'il y a un produit différenciant, parce qu'il y a une approche un petit peu innovante. D'un point de vue marketing, on a vu l'essor là, sur les derniers mois, années, du côté authentique qui revenait, avec de l'UGC, du FGC, etc. Les clients sont de plus en plus sensibles à ça. Bah, tu vois, les marques qui sont concurrentes, mais qui sont installées un peu avant, qui ont un marketing un peu plus tradit ou un peu plus old school, bah, ils perdent des parts de marché au profit de marques un peu plus novatrices qui se reconcentrent sur le client. Et donc, on revient sur le sujet client, sur le client, ce qu'il a envie de voir, ce qu'il a envie d'entendre, la réassurance. Donc, tu peux te différencier d'un point de vue stratégie marketing et d'un point de vue produit. Et typiquement, c'est ce point-là type spécifique de la stratégie marketing. Typiquement, là, je recevais Sébastien de Boost Conversion il n'y a pas très longtemps, qui a sorti une méthode, je crois, qui s'appelle Océan Vert. Et si je me souviens bien, c'est assez intéressant. Il montre en fait une sorte de pyramide où, tu sais, souvent, ceux qui sont prêts à acheter, ça va représenter en fait qu'un tout petit échantillon parmi ton marché. Je crois que c'est autour de 3%. Et en fait, souvent, les marques vont essayer de s'adresser directement à ces 3%-là. Tandis que en revenant un petit peu en arrière en termes d'awareness sur le problème, mais aussi sur les solutions, avec un angle peut-être un peu plus éducatif dans la stratégie marketing ou des problématiques qui sont annexes à ce qu'on essaie d'évoquer dans notre publicité, par exemple, en fait, on arrive à s'adresser à des gens qui sont un peu en avance de phase et en continuant de les travailler à travers différentes campagnes, différentes stratégies, on va in fine réussir à les convertir. Est-ce que toi, tu as des exemples de stratégies un peu dans ce sens où pour simplifier mon propos, on va en fait aller peut-être un peu moins droit au but. Bien sûr. Tu as des marques qui l'ont fait super bien, je pense notamment sur le marché du matelas où en fait tu avais des comparateurs, tu avais des articles sur quel matelas pour mieux dormir, etc. Donc, qui est vraiment un sujet d'éducation et de sensibilisation
pour ensuite que la personne aille sur le site, pour ensuite qu'elle se renseigne, qu'elle compare, etc., jusqu'à acheter. Tu as plein d'autres marques qui le font de façon différente. Quand tu es en base des gens en faisant de la lead gen pour envoyer, je sais pas, un e-book sur comment est-ce que tu décores ta maison pour que ça soit feng shui et que dedans tu places les luminaires parce que tu es une marque de luminaires française comme Atelier Loupiote par exemple. C'est pas une stratégie qu'il a mis en place, mais il pourrait le faire. Tu vois, là-dessus, oui, tu vas chercher des gens qui sont pas dans une phase d'achat c'est ça. pour le moment. Ce qui est d'ailleurs tout le sujet quand tu fais du social paid, parce que c'est pas des intentionnistes. Tu es sur ton téléphone en train de scroller et on te montre une pub d'un truc où en effet, tu as eu une marque d'intérêt à un moment dans la semaine, dans le mois, dans l'année, sur du luminaire ou sur du matelas. Et derrière, il faut qu'on te convertisse. Et pour te convertir, il y a de la pédagogie, même sur des marques, tu vois, surtout sur des marques type complément alimentaire, où en fait, c'est quelque chose que tu mets dans ton corps, donc il faut être sûr de ce que tu vas prendre. C'est sûr. Donc, il y a un enjeu de pédagogie, il y a un enjeu de réassurance avec les clients satisfaits, donc, généralement les early adopters qui vont dire que c'est cool, etc. Et voilà, quoi. En fait, donc, en effet, je connais pas le pourcentage, peut-être que c'est 3%, peut-être que c'est plus ou moins, mais tu as une infime part qui est préachetée et tout le reste qu'il faut travailler. Ouais, c'est ça. Si c'était l'inverse, tout le monde achèterait directement et tu pourrais skate day one. Ça serait bien ça. Ça serait beaucoup mieux. Mais vous auriez beaucoup moins d'intérêt avec le Yoli. C'est vrai. Donc on est pas mal comme ça finalement. Ouais, non, c'est pas mal. Je pense que c'est mieux. Cool. Maintenant, j'aimerais qu'on change un peu de thématique. Ouais. Donc tu as évoqué tout à l'heure le coût d'acquisition. Je pense c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, donc je te pose la question. C'est quoi un petit peu pour toi? Est-ce que tu peux déjà expliquer tu vois, qu'est-ce que c'est le PNL et comment le suivre, quelle est l'importance de le suivre quand on est e-commerçant? Ouais, alors PNL, si tu le traduis en français, c'est un compte de résultat, sinon c'est Profit and Loss. C'est en gros, je le simplifie au maximum, comme ça on part pas dans un truc financier. C'est des plus et des moins qui disent là où tu dépenses de l'argent, là où tu en gagnes, et à la fin, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins, quoi, tout simplement. Nous, on a l'habitude de bosser avec un PNL pour les marques e-commerce qu'on retravaille, en tout cas surtout pour les marques qu'on accompagne sur la partie gross marketing, donc qui est vraiment la partie consulting. Ok. Et même en vrai, même en acquisition en fait. On a l'habitude de bosser avec un PNL parce que quand tu es une marque, tu vas faire ta projection avec ton comptable qui ne connaît pas les enjeux d'acquisition, qui ne connaît pas les évolutions de KPI type le CPM, etc. Et qui va même pas estimer ton chiffre d'affaires en se disant combien tu fais de trafic mensuel, quelle va être l'augmentation, quel est l'impact de ton taux de conversion, est-ce qu'il augmente, est-ce qu'il est stable, est-ce qu'il diminue, et à la fin, quel est plus ou moins le chiffre d'affaires que tu vas réaliser. Et donc, nous, on reprend la main là-dessus pour essayer de projeter un peu plus parce qu'on a la vision e-commerce et on a la compétence pour le construire. Et parce qu'on a aussi un enjeu qui est de bien différencier le returning customer et le new client. Parce qu'une marque qui perdure dans le temps et une marque qui scale, c'est une marque qui continue à acquérir des new clients à un certain coût, qui vont générer un certain CA à l'instant T, mais qui va avoir une LTV qui fait que tu peux projeter en fait le chiffre d'affaires que tu vas faire dans les prochains mois. Et ton returning, donc le client qui rachète, et de dire ok, justement lié à cette LTV, combien est-ce que ce returning va me faire dans l'année. Et en fonction de la différence que tu as sur les deux lignes, tu sais là où tu peux jouer. Est-ce qu'en fait il faut que tu joues sur ton coût d'acquise nouveau client? Est-ce qu'en fait il faut que tu pousses les gens à avoir plus de returning? Et parce que souvent, quand une marque va arriver, elle va se concentrer, elle va te dire je veux faire 100 000 de CA. Et si tu fais pas la distinction entre quelle va être réellement la part de ton returning et quelle va être la part de ton new client, ta stratégie n'est pas la même en fonction de la force que tu as sur l'un ou la faiblesse que tu as sur l'autre. Et comment tu définis, tu choisis un petit peu du coup ta strat, donc tu prends en gros, ok, je veux faire 100K à la fin de l'année. En général, est-ce que tu as des benchmarks un peu en fonction du stade peut-être de la boîte, ou au début, j'imagine, tu vas être plus sur je sais pas, du 80-20 sur de l'acquisition sur les premières années, ou alors ça switch un peu sur de la rétention? Ouais, le 80-20, c'est ce que les gens ont en tête, parce que loi de Pareto & Co, mais en fait, ça dépend vraiment de ton business. Généralement, on n'accompagne pas des marques qui viennent de se lancer, parce qu'on a une approche premium et on accompagne plus des marques en croissance ou en hyper-croissance. C'est à partir de quel seuil de CA à peu près
2 millions d'euros. 2 millions, ouais. Ouais, Ok. 2 millions d'euros, sauf si tu es déjà en croissance à 1,5 million et que tu es en croissance, C'est comme ça. bien sûr. C'est Tu dans vois. qui avait mon associé. Oui, voilà, tu Non, vois, ça marche en fait. Ouais. C'est surtout une notion de croissance. Ok. Et, pardon, c'était quoi ta question Donc initiale? ouais, c'était par rapport à... Est-ce que tu as un peu des... Donc tu disais les benchmarks, ça dépend vraiment de Ouais. ton type de business en fait. En gros, nous, ce qu'on fait, c'est que comme c'est des marques qui ont déjà de l'historique, on va regarder l'historique et donc on va regarder la composition du CA sur les années précédentes ou les Ok. mois précédents. Et donc, tu vois là où ça pêche. Est-ce que typiquement, tu n'as pas de returning et donc tu as un enjeu pour en faire? Est-ce que ta LTV est bonne? Est-ce que on peut l'améliorer? Du lancement d'une nouvelle gamme, upsell sur quelque chose, meilleure stratégie CRM pour pousser au repeat, ce genre de choses. Et on a des benchmarks aussi sur des marchés. Alors, c'est pas toujours vrai, parce que tu peux être le top performer ou le low performer d'un marché, et donc le bench te paraît totalement décorrélé, Ouais. mais ça te donne quand même une tendance. Et tu sais plus ou moins où tu dois aller. Et après, le PNL, il est adapté aussi à la capacité marketing, financière et à l'avantage concurrentiel de la boîte. Ouais. Typiquement, quelqu'un qui est ultra fort en acquise de nouveaux clients, est-ce que tu n'as pas tout intérêt à continuer à scale cette partie-là plutôt que de jouer sur le returning? Ou à l'inverse, te dire, je suis déjà très fort dessus, donc est-ce que j'essaye pas d'aller chercher l'incrémental sur mon returning et donc composer mon CA différemment? Il n'y a pas de recette miracle. Le mieux, c'est de poser vraiment sur les chiffres de la boîte, de creuser un peu. Nous, typiquement, quand on le fait, on fait une phase d'audit avant, on passe du temps dessus. Mais ce qu'il faut garder en tête, si un e-commerçant nous écoute, et je suis persuadé qu'il y en aura un, j'espère, il vaut mieux, c'est que le CA est composé du new client et du returning, et qu'il y a forcément un qui est faible et un qui est fort. Ou alors, si les deux sont très forts, il faut continuer à appuyer là où ça marche. Ouais, ok. Ça me paraît une bonne conclusion pour ce sujet-là. Et donc, qu'est-ce qui permet aussi, une fois que tu as lancé ta strat, de détecter un peu des signaux d'alerte sur je suis trop dans l'acquis, je suis trop dans la rétention? C'est quoi un petit peu tes signaux d'alerte qui permettent d'ajuster ta strat pour avoir ton PNL qui reste Pour adéquat? moi, c'est le suivi des KPI. Le suivi des KPI, en fait, tout ce qui n'est pas mesuré n'est pas contrôlable, en réalité. Si demain, tu définis qu'en janvier, tu dois faire 100 000 et que ta projection, c'est X nouveaux clients, Y en repeat, et que tu n'atteins pas 100 000, c'est qu'il y a l'un ou l'autre ou les deux qui n'ont pas fonctionné, donc il faut le suivre. Et après, il faut être capable d'identifier pourquoi. Encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Le seul truc, c'est suivre tes KPI, te dire, est-ce que j'ai mis les efforts nécessaires dessus? Est-ce qu'en fait, je me suis planté dans l'optimisation des campagnes? Est-ce que, d'un point de vue créatif, j'avais le bon angle créatif? Est-ce que j'ai mis assez d'efforts dans le repeat? Il y a un moment où il faut aussi être capable de se remettre en question. Et tu vois, c'est une erreur que tu peux faire quand tu es sur des marques en hypercroissance et que tu es très sûr de la durée de l'hypercroissance. C'est un peu biaisé du coup. Exactement. Et en plus, tu peux encore plus te biaiser. Je prends l'exemple de QVMA. Je suis désolé, je fais un petit accro, mais sur QVMA, tu n'es pas sur une année normative. C'est ça. Tu passes à la télé, tu fais 1 million d'euros. L'année d'après, tu te dis pas, je vais faire 1 million sur janvier. Si tu l'as pas pris en compte et que tu dis, bah non, en fait, je vais faire plus 20%, mais que tu n'as pas pris en compte ce pic-là. Ces anomalies statistiques au final. Exactement. Et bien en fait, à la fin, tu vas te retrouver avec un CA qui n'est pas du tout dans ta target. Et la problématique, elle ne sera pas dans l'optimisation ou dans la réalisation, elle sera dans l'estimation. Donc ce que tu as fait au début. C'est pour ça que l'audit du début est ultra important. Et donc pour savoir si tu vas dans le bon sens ou pas, comme pour n'importe quelle boîte, c'est suivre les KPI, dire est-ce que je suis dans mes targets? Oui, non, pourquoi? Être capable d'identifier pourquoi. Et pour revenir là où je voulais aller, si tu as mis tous les efforts, si ton repeat tu le bosses bien, si en fait tu suis la strat et que ça marche pas, il y a peut-être un sujet de rebosser l'estimation parce que y a certains marchés où ça met du temps avant d'arriver à le craquer, quoi. Ok, donc tu parles vraiment de la data sur une année normative comme tu dis, où potentiellement on est sur des statistiques qui sont accurate par rapport à ce qui peut se produire dans le futur. Et en fonction de ça et d'un benchmark sectoriel, tu vas définir là où tu dois arriver et comment tu dois y arriver en fonction de la répartition acquise ou rétention. Le mix. Exactement. Okay. Et une erreur qui est souvent faite par des e-commerçants, c'est de se comparer aux autres sans connaître l'avantage concurrentiel de l'autre. Parce que visuellement, c'est la même marque,
Enfin, c'est la même marque, c'est le même produit. C'était sur une le même énorme marché, marge. Ouais. mais en fait, peut-être que voilà, en effet, les marges sont peut-être pas les mêmes. Mm, Tu connais pas l'historique du fondateur, ça se trouve, il a un réseau énorme et son CA il est fait par du B2B, enfin par du retail, et t'as l'impression que c'est le e-commerce, alors qu'en fait le e-commerce est juste financé par le retail, tu vois. Donc il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas voir, que tu ne vois pas, et donc il faut se concentrer sur toi, ta construction économique, ton équation économique, et comment est-ce que tu peux la rendre la plus viable et scalable possible. Ok, hyper intéressant ces sujets. Et pour continuer un peu le ping-pong entre l'acquisition d'un côté, la rétention de l'autre, comment justement dans l'analyse, enfin, je pense un truc que peu de gens en tout cas arrivent à visualiser concrètement, c'est comment communique en fait, tu vois, ton coût d'acquisition avec ta lifetime value. Vous, vu que vous êtes actif sur les deux sujets chez Benevik, je serais hyper curieux de savoir un petit peu comment, donc c'est une question un peu large, pas très précise, désolé, mais comment tu vois, tu arrives peut-être en augmentant ta LTV, du coup à te permettre d'avoir un CAC qui est plus élevé. C'est quoi un peu les stratégies communicantes entre ton CAC et ta LTV et comment vous au quotidien vous aidez les marques sur ces sujets? Carrément. Alors nous, on a la chance d'avoir Ben Vic et Certify. Donc Ben Vic, on accompagne beaucoup sur la partie acquise et Certify sur la partie rétention. Donc les équipes communiquent et mettent en place des stratégies ensemble. En effet, l'un va avec l'autre parce que plus ton CAC New Client est élevé, plus tu as intérêt à avoir une LTV qui est élevée aussi, parce que sinon à la fin tu gagnes pas beaucoup d'argent ou pas du tout. Petite question là-dessus, est-ce que tu as un ratio LTV CAC idéal? Ouais, la moyenne c'est 3. 3, c'est ça. Pas la Comme moyenne, sur mais le SaaS. l'idéal c'est 3. D'accord, L'idéal c'est 3. Ok. Mais en fait, tu peux le dégrader ou l'améliorer en fonction de l'étape de vie de ta boîte. Parce que typiquement, si tu vas chercher de la croissance et que tu es capable de te financer, pourquoi être à 3 si tu peux aller acquérir du new client qui va financer l'année suivante, tu vois, et en fait le même enjeu que sur un SaaS. Exactement, ouais, c'est ça. Donc tout dépend encore une fois de ton profil entrepreneur, ton aversion au risque, de la vision que tu as sur ton projet. Est-ce que tu cherches à faire 100% de croissance ou 30%? Parce qu'en fait, si tu es conservateur, peut-être que tu n'as pas d'intérêt à aller trop challenger ton CAC New Client, mais plus à aller bosser ta LTV plutôt que d'investir plus en market. Ou inversement, de challenger ton CAC New Client, mais en conservant des budgets similaires pour améliorer ton ratio. Ouais, ok. Donc les deux, en effet, les deux sont ultra importants. Il y a la partie CAC New Client qu'on pilote très bien avec tous les leviers d'acquisition et même les leviers annexes où tu as de l'affiliation. Et la rétention, elle peut être gérée de plusieurs façons. Donc, tu as de la partie CRM, tu vas avoir du WhatsApp, tu vas avoir du SMS. Je pense à WhatsApp et à Wax qui sont dans vos bureaux d'ailleurs. Enfin, ou vous dans leur bureau, je sais pas. On va peut-être les voir passer derrière. Et donc tout ça permet de bosser la LTV. Et on n'en oublie pas le paid parce que en fait, pour aller en basé pour faire du CRM, comme je le disais tout à l'heure, on peut passer par du paid. Pour pousser, pareil, la récupération de numéro de téléphone pour une OP, tu peux passer par de l'acquise. Donc l'acquise et le CRM, enfin la rétention en général, sont liés. Maintenant, comment tu optimises l'un ou l'autre dépend, comme je le disais, du ratio que tu as envie d'aller chercher. Est-ce que tu vas faire de la croissance et dans ce cas-là, tu augmentes tes budgets market, tu dégrades ton CAC New Client et tu mises sur le fait que ta LTV elle dure dans le temps, ou à l'inverse, est-ce que tu veux optimiser ta LTV? Dans ce cas-là, tu peux aussi faire du repeat en social paid en faisant un upload de ta base de données et en poussant des nouveaux produits, en sortant une nouvelle gamme, et essayer d'upsell un maximum tes clients existants, et donc avec la partie rétention également. Trop bien. Ça, c'est un sujet, je trouve, hyper intéressant. Ouais, on pourrait en parler longtemps parce que c'est ultra spécifique et en même temps ultra vaste, parce que spécifique, on pourrait entrer dans des sujets levier pur ou rétention pure. Et là, il faudrait qu'il y ait Max avec moi parce que c'est plus son métier. Et en même temps, ultra large parce que si tu n'as pas encore pris conscience que y a du new client et du repeat et que ta structure de CA elle est liée à ça et qu'il faut jouer sur l'un ou l'autre ou les deux en fonction de ton étape de vie, tu peux aller dans le mur. Et d'ailleurs, au début, quand les e-commerçants se lancent, il n'y a pas ces notions-là. Les personnes qui font du e-commerce sont des passionnés du produit ou du marketing, l'un ou l'autre. Et ils vont faire un produit de malade ou un market de malade ou les deux. Et la partie structuration de CA,
arrive bien après, quand ils atteignent un plafond parce que ils ont épuisé un peu ces early adopteurs ou innovateurs qui ont acheté le produit dès le début. Quoi. Ouais, une fois qu'ils ont le product market fit, c'est là où ils commencent à se poser des questions pour la suite. Exactement, ouais. Ouais, c'est cool. Bon, bah écoute, peut-être ce sera le sujet d'un prochain épisode avec Avec Max. plaisir. On pourrait faire un épisode croisé. Trop bien. Et donc là, c'était intéressant, je trouve, vraiment cet aspect stratégique, PNL, comment tu pilotes ton CAC, ta LTV, etc. Et un peu en lien avec ça, toujours, il y a, t'en parlais en intro, de plus en plus, en tout cas, c'est un sujet en tout cas d'actualité, des marques qui se lancent, donc qui étaient plutôt digital native, et qui se lancent en retail pour avoir une approche omnicanal. Ouais. C'est quoi pour toi une bonne gestion de l'omnicanalité ? À quel moment c'est le bon moment pour se lancer ? C'est quoi un petit peu les signaux qui vont te dire ok, là il faut que j'aille sur de l'omnicanal ? Est-ce que tout le monde doit aller sur de l'omnicanal ? Est-ce qu'une fois que tu l'en fais, il y a une bonne façon de le faire et une mauvaise façon de le faire ? La mauvaise façon de le faire, je pense que c'est d'aller tête baissée dans tous les canaux d'un coup. Ouais. Pour moi, le bon moment pour se lancer en omnicanal, c'est quand ton canal principal commence à s'essouffler mais peut financer le nouveau canal. Ok. Donc, en fait, il y a deux prismes. Je pense qu'il y a ce moment-là, quand ton canal principal est en train de s'essouffler, c'est le moment d'aller essayer d'en financer un autre. Mais c'est peut-être même un peu tard parce que c'est quand tout va bien que c'est aussi le moment de tester des trucs sans te mettre à risque. Donc ça va dépendre de quel canal tu parles. Si on parle d'un autre canal d'acquisition type TikTok, Snapchat, des canaux un petit peu secondaires par rapport à Meta ou Google, je pense que c'est quand tu as atteint un fonctionnement qui est intéressant, que tu dégages des costs qui sont... Enfin, que tes costs sont bons, que tu maîtrises... Pour ceux qui... Ouais, bon, normalement, tout le monde connaît, ceux qui écoutent le podcast, Cost of Sales, c'est ça ? Cost of Sales, ouais. Okay. C'est le ratio market sur ton CA. En gros, c'est ta capacité à financer ton CA avec tes invests. Très clair, je ferme la parenthèse, désolé. Non, pas de souci. C'est moi qui aurais dû te dire l'acronyme. Et donc, en fait, quand c'est maîtrisé, là, tu peux aller sur d'autres canaux. À l'inverse, sur ouvrir une boutique en retail qui est un autre canal, qui est un autre canal du coup. Ouais. J'ai un peu moins d'expertise là-dessus, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais à mon sens, toutes les marques, plus ou moins toutes les marques peuvent le faire. Ouais. Maintenant, il y a un gros enjeu de timing parce que un fonds de commerce ça coûte cher, ça demande de la ressource humaine aussi. Il faut quelqu'un dans une boutique, ça demande une ligne de plus pour communiquer dessus. Ouais. Donc, je pense que je vais pas avoir de réponse précise là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est pas quand tout va mal, pour le coup. Ouais, oui, là, ça serait, je pense, pas le bon, là, ça marche la bonne idée. Ouais. Non. Par contre, l'erreur la plus fréquente, c'est de vouloir tout faire à fond. Ouais. L'erreur la plus fréquente, c'est de dire on fait du Meta, on fait du Google, on fait du TikTok, et j'ai ouvert un pop-up. Et en fait, tu es sur tous les fronts, et ça, c'est dans n'importe quelle boîte, pas que le e-commerce. C'est clair. Tu dois avoir les mêmes sujets, j'ai les mêmes sujets. Quand tu veux lancer plein de trucs à la fois, tu fais la rétrospective 6 mois après, ça n'a pas marché. Ou tu as une chance sur 10 que ça marche. Et tu te dis pourquoi ça n'a pas marché ? Mais juste parce que tu as éparpillé tous tes efforts au lieu de les mettre là où ça marchait. Et c'est Alex Hormozy qui dit justement la règle, c'est appuie là où ça marche. Et je suis totalement d'accord là-dessus. C'est que quand ça marche, faut aller... t'as craqué un truc, donc faut capitaliser dessus à mort jusqu'à te dire ok, là j'ai besoin ou je prends le risque de diversifier. Ouais, c'est clair. Ouais, diversifier trop tôt, je pense que c'est ce qui a tué beaucoup de c'est sûr, à mon avis. C'est sûr. Ouais. C'est sûr, parce que ne serait-ce que d'un point de vue paid, donc je parle de ce que je connais, tu as quand même une notion d'apprentissage. Que ça soit d'apprentissage algorithmique ou d'apprentissage humain, l'algorithme il a besoin de temps, et toi tu as besoin de temps pour capter la stratégie créative qui marche, le wording qui marche, le ciblage qui marche, ce qui est un peu moins vrai maintenant. Mais en tout cas, toute la partie créa, c'est du learning. C'est que du learning et de l'itération. Et ça demande du temps. Ouais. Donc si tu crames tes budgets un peu partout et que... t'as pas trouvé le truc qui fonctionne. Et t'as pas trouvé le truc qui fonctionne, exactement. Et en plus de ça, la stratégie créative que tu as sur Meta, c'est pas la même sur TikTok, c'est pas la même sur Snap. Donc ça veut dire qu'il faut itérer sur chacun. Donc ça te coûte de l'argent à chaque fois. Faut avoir du temps pour produire, analyser, relancer des campagnes.
Donc c'est là où tu te crames les ailes. Ouais. Ouais, et puis en plus, tu sais pas d'où ça vient, même si tu es en croissance. Exact. De quel canal ça vient vraiment, réellement? Est-ce que C'est là où le COS est intéressant. C'est que si tu es Ouais. dans des targets de COS, bon, globalement, tu sais que ça marche. Après, Ouais, en effet, tu peux pas identifier ton low performer ou ton top performer, sauf si tu en coupes un et que tu regardes l'évolution du COS et tu te dis, ok, bah, je coupe tel levier parce que je suis pas certain de l'attribution que j'ai. Ouais, Bah, ça. mon COS, il augmente ou il diminue dans ce cas-là, et à budget marketing égal. Et dans ce cas-là, tu te dis, ok, c'était un bon ou un mauvais levier. Ok, hyper cool. Et bon, bah maintenant, pour une petite touche sur l'avenir, sors-nous ta boule de cristal Sur l'avenir. Victor. Tu as parlé un peu de WhatsApp. Donc là, Ouais. ça avait vraiment les tendances, tu vois, un peu d'actualité. Donc ça serait une de ma première question. Et après, la deuxième question sur l'avenir, ça serait vraiment, tu vois, comment, à ton avis, va évoluer le e-commerce dans les prochaines années? Alors, on va commencer par maintenant, avant de sortir la boule de cristal. Maintenant, il y a des solutions qui naissent tous les jours et des top solutions comme Wax pour WhatsApp qui ouvrent un nouveau canal, en fait, qui permet de bosser la rétention et qui est plutôt cool. Il y a des solutions de réassurance, je pense à Join Stories, qui, pour moi, sont essentielles parce que il y a un enjeu quand tu vas sur un site, tu mets ta carte bleue, il y a quand même un enjeu de est-ce que les gummies que je vais manger sont vraiment est-ce que vraiment j'ai envie de mettre ma carte sur ce site parce que le produit il est bien, ou est-ce que quand je vais recevoir mon colis, le produit c'est une daube. Et les stories permettent d'avoir de la réassurance. Donc actuellement sur l'écosystème français, il y a plein de trucs qui se font, vous y compris. Donc il y a une compréhension du marché sur il faut bosser ses clients, il faut utiliser des solutions, Join, WhatsApp, Loyoli. Donc pour moi, il y a un instant T avec un retour à la rétention énorme, pour le coup. Là où, comme je disais en préambule, on a été sur une époque faste de je fais de l'acquisition, je fais de l'acquisition, je fais de l'acquisition. Mais après, so what, ça s'épuise et ta marque, elle meurt. Et je pense que pour le futur, il y a pas mal d'enjeux. Aux US, tu as un truc qui explose, c'est les apps de marque. Les apps de marque où en fait, tu as une app sur ton téléphone et tu es ultra fidèle. Zara le fait, par exemple. Et tu vas commander directement dessus. Ce qui demande d'avoir un lien produit et client énorme pour que les gens utilisent l'app. Et on en voit petit à petit qui commence à arriver en France avec des solutions notamment comme Tapcart. Tapcart, tu as Macapi, une solution Macapi, française. exactement, c'est vrai, j'avais oublié le nom. Donc il y a ce genre de canaux, entre guillemets, qui vont arriver. À un moment, il y avait énormément aussi, pareil, ça, c'est. Ouais, je pense aussi que c'est un levier de rétention incroyable, et puis une push notif versus un SMS. En termes de coût, déjà, c'est énorme. En termes de coût, c'est énorme. Tu payes moins cher. Parce que tu payes pas la notif en plus. Tu payes juste la maintenance de ton app. Pour moi, il y a un retour à l'authenticité et qui va se prolonger dans les années à venir. Les marques ultra communautaires, parce qu'en fait, les gens ont envie d'avoir du lien. Et en tout cas, sur notre marché, je parle d'un marché vraiment français, latin, où il y a ce besoin de lien. Et les marques qui surperforment que je connais, elles ont un lien énorme avec leur communauté. Et ça va se continuer. Alors, soit avec des solutions naissantes pour entretenir la communauté. Tu as typiquement les groupes Instagram là, pour les influenceurs, ou tu as le channel de l'influenceur. Pareil pour des marques. Quoique je dis peut-être une bêtise pour les marques, il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, garder ce lien avec la marque. Ou encore une fois, il y a 4-5 ans, on mettait de l'ads, t'avais une personne sur Insta et ça marchait quand même, tu vois. Donc il y a, je pense, des solutions qui vont arriver pour garder le lien. Il y a quelques temps, on parlait du métaverse, la publicité dans le métaverse, etc. Ça, j'y crois beaucoup moins. Les gens sont quand même, après le Covid, contents de revenir au basique, comme tu disais, l'authentique. Exactement. Après, j'y crois moins maintenant. Peut-être que l'avenir me donnera tort. Je trouve qu'on aura un prochain Covid bientôt. Alors ça, j'espère pas. Mais par contre, le truc auquel je crois, c'est l'IA. Et donc des solutions qui vont t'aider à mieux gérer ta relation client, des solutions qui vont t'aider à avoir des idées d'animation avec tes communautés, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se développer là-dessus. Et d'un point de vue, mon prisme publicitaire, la publicité qui va se développer sur l'IA. Les gens font maintenant leurs recherches sur ChatGPT, Claude Sonnet, etc.
Et TikTok, en effet, tu as raison. Mais pour rester sur le volet IA, ok, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue pub? Est-ce que tu vas pouvoir faire une requête sponsorisée? En fait, est-ce que quand la personne va avoir un tel prompt, on va pouvoir apparaître quand même en sponsor? Perplexity a annoncé qu'ils allaient mettre de la publicité. Donc, c'est un nouveau sujet pour les marques. Ça aussi, si tu peux pas mettre de la pub, c'est un sujet SEO. Comment est-ce que tu fais pour que l'IA te remonte en top requête en fonction des prompts, donc, qui peut avoir un enjeu ultra important pour une marque. Et à part l'IA, comme tu l'as dit, en effet, des réseaux où tu commences à aller sur de la requête, TikTok. Je connais beaucoup de gens qui, sur TikTok, vont chercher meilleur restaurant Bordeaux, tu vois. Et en effet, comment est-ce que, en termes de marque, en stratégie, tu vas commencer ou continuer à t'implémenter sur ce genre de levier? Parce que la marque qui a compris maintenant, ou typiquement la chaîne de resto qui a compris maintenant, on a perdu le néon. Suffisait de demander. la chaîne de resto qui a compris maintenant que elle fait du TikTok, elle se place en premier sur la requête restaurant Bordeaux en faisant plein de TikTok autour de ce sujet-là, elle va driver du trafic et du CA, c'est sûr. Et dans les années à venir, ça va être de plus en plus important. Hyper intéressant, ouais. Moi, l'IA aussi, comme tu dis, j'y crois pas mal sur la partie vraiment personnalisation de l'expérience en fait client. Carrément. Toujours proposer en fait une meilleure expérience, encore plus personnalisée, plus intelligente, plus pertinente. Donc ça c'est cool. Et tout le monde a envie d'une expérience personnalisée. Regarde, demain tu vas au restaurant, je prends un truc très terre à terre, t'as envie que ton service soit personnalisé. Et en fait sur un site, tu gagnes si c'est le cas. Si en effet tu te dis c'est moi, en fait, c'est ultra adapté ce produit, il est pour moi, le wording, il est pour moi. Il n'y a pas de sujet, ton taux de conversion est beaucoup plus élevé. Ouais, c'est sûr. Trop cool. Bon, bah écoute, c'était hyper cool les sujets qu'on a évoqués. Carrément. Merci pour l'invitation. C'était trop cool. C'était trop cool. On aura l'occasion de faire un autre épisode, j'espère. Grave, avec Max. Merci.